150 chefs d'État, parmi lesquels le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, ont pris part ce matin à Paris, en France, à la conférence des Nations Unies sur le climat COP21. Le monde médiatique nigérien célèbre la journée nationale de la liberté de la presse. C'était ce matin au Palais de Congrès de Niamey. Le Niger, à l'instant de la communauté internationale, célébrera demain 1er décembre 2015 la journée mondiale du sida. Vous suivrez dans ce journal un message qui invite les communautés à redoubler d'efforts pour contrer le sida. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30. Le président français François Hollande a donné ce matin à Paris le coup d'envoi de la conférence des Nations Unies sur le climat COP21 en présence de 150 chefs d'État, parmi lesquels le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Dans le discours qu'il a prononcé à la tribune de la COP21, le chef de l'État a évoqué le cas du Niger et a relevé les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques. Voici un extrait de son discours. L'accroissement des capacités d'absorption des puits de carbone et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, des mesures sont envisagées sur l'ensemble des zones écologiques pour augmenter la résilience des écosystèmes et des ménages, séquestrer le carbone, aménager durablement les formations forestières, améliorer le taux d'accès à l'électricité, réduire la demande de bois énergie, promouvoir les énergies renouvelables, notamment par la réalisation du barrage hydroélectrique de Kandaji, améliorer l'efficacité électrique dans l'industrie et l'habitat. Les actions d'adaptation concernent quant à elles la restauration des terres agro-silvopastorales, la régénération naturelle assistée, la fixation des dunes, l'aménagement des forêts naturelles, la plantation des haies vives et des espèces à usage multiple, ainsi que la promotion de la foresterie privée. Les projections du 5e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat nous indiquent que sans actions ambitieuses sur la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'augmentation moyenne de la température mondiale risque de s'accélérer au cours de ce siècle pour dépasser le seuil de basculement irréversible des écosystèmes qui est de 2 degrés Celsius. Le Niger engage vivement les États membres que nous sommes à agir dans le cadre d'un accord que nous voulons complet, solidaire et contraignant pour réduire fortement les émissions mondiales de façon à contenir l'élévation de la température moyenne du globe en dessous de 1,5 degré Celsius à l'horizon 2100, car de l'avis de tous les experts, le seuil de 2 degrés Celsius en moyenne, communément annoncé, se traduirait en fait pour l'Afrique par une élévation moyenne de température de 3,5 degrés Celsius et de 5 degrés Celsius pour le Niger. Mais le Niger attend évidemment de voir cet accord réserver une place de choix aux questions importantes, notamment la prise en compte de manière équilibrée des actions d'atténuation et des actions d'adaptation en ce qui concerne le financement, ainsi que la définition de mécanismes clairs pour garantir ce financement. Excellences, mesdames et messieurs, il est en définitive temps que la communauté internationale s'accorde autour d'un accord universel, assorti d'un agenda de solutions reposant sur le principe de responsabilité collective mais différenciée. L'Afrique, avec une contribution aux émissions de 2%, se présente comme une victime subissant les effets des émissions à effet de serre des pays développés et émergents. Il faut que les pollueurs payent, suivant le principe universellement admis du pollueur-payeur. Je fonde l'espoir que Paris ne sera pas une conférence de plus, mais la conférence où les dirigeants du monde auront pris, dans un esprit de solidarité, les décisions qu'il faut. Et en cela, j'en suis confiant.
au vu de la détermination qui nous anime. Je vous remercie de votre attention. À Paris, toujours au cours d'un entretien accordé à la chaîne française France 24 en marge de l'ouverture de la COP21, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a plaidé la cause de l'Afrique. Il a aussi martelé qu'il faut que les pollueurs paient. Le président de la République, Issoufou Mahamadou. Vous avez déclaré récemment il faut que les pollueurs payent. Expliquez-nous. Absolument, il faut que les pollueurs payent si on veut rassembler le financement nécessaire pour faire face à la riposte qui est nécessaire face au réchauffement climatique pour pouvoir limiter l'élévation des températures à 2 degrés d'ici 2100. Ce n'est même pas à 2 degrés qu'il faut se fixer comme objectif, mais 1,5 degré pour ce qui concerne l'Afrique. Or, pour y parvenir, on sait que les différentes parties, les différents pays ont fait des contributions, ont fait des propositions, ont proposé des mesures d'atténuation, ont proposé des mesures d'adaptation, mais pour l'instant, ces mesures sont loin de nous permettre de réaliser cet objectif. Ça, donc, c'est le premier enjeu de la présente conférence de Paris. Le deuxième enjeu, c'est le financement. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut que les pollueurs payent. Parce que l'Afrique contribue très peu à l'émission des gaz à effet de serre, à peine 2%, alors qu'il y a un certain nombre de pays, ils sont au nombre de 4. À eux seuls, ils émettent plus de 50% des gaz à effet de serre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il vous faut, que vous avez un droit à polluer, vous, en Afrique? Non seulement que nous avons un droit à polluer un peu en Afrique, compte tenu du fait qu'on est en retard par rapport à notre développement économique et social, parce qu'aujourd'hui, pour les Africains, la priorité, c'est justement le développement économique et social, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est la lutte contre la faim, voyez-vous. Donc si on veut que nous fassions des efforts, si on veut que nous n'ayons pas recours à des sources d'énergie, par exemple, polluantes, il faut nécessairement que les pays pollueurs investissent dans les nouvelles technologies sans carbone. Il faut qu'ils mobilisent les ressources financières nécessaires et qu'ils les transfèrent dans les pays en voie de développement comme les pays d'Afrique. Cela me semble important. Les promesses qui ont été faites de mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 ne sont pas encore tenues. On est à mi-course, on est à 62 milliards, c'est pas assez? 62 milliards, c'est pas assez. Et je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'au-delà de 2020, à partir de 2025, ça sera 150 milliards de dollars par an qu'il va falloir chercher. Et au-delà, autour de 2070, c'est même 350 milliards de dollars qu'il va falloir mobiliser pour permettre à des pays comme le Niger de s'adapter, pour permettre à des pays comme le Niger de mettre en œuvre les mesures d'atténuation. Une question très directe. Les pays africains ont tiré la sonnette d'alarme lors des dernières négociations à Bonn. Est-ce que vous êtes prêts à faire la même chose à Paris, à bloquer un accord s'il n'y a pas assez d'argent sur la table? Absolument, il faut qu'il y ait un accord avec suffisamment d'argent. Il faut que cet accord soit contraignant. C'est extrêmement important pour nous, mais j'espère à entendre les discours qui ont commencé à être faits par les grands pays pollueurs. De plus en plus, on sent qu'il y a une prise de conscience sur la nécessité de bouger, sur la nécessité de faire bouger les lignes, et en particulier en ce qui concerne la mobilisation du financement. L'Afrique, c'est environ 50 pays dans ces négociations à Paris, sur 195 pays. C'est un bloc très important, très puissant. C'est un bloc puissant, et surtout c'est un bloc qui vient avec une position commune. Notre position, c'est qu'il faut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Notre proposition, c'est qu'il faut aussi équilibrer les financements en faveur de l'atténuation et en faveur également de l'adaptation, mettre plus l'accent sur l'adaptation par rapport à l'atténuation. C'est ça les propositions africaines, et nous insistons aussi sur la nécessité de créer les conditions pour la sécurité alimentaire pour des pays fragiles, par exemple, comme le Niger. L'enjeu aussi est là. Les temps forts de cette conférence des Nations Unies sur le climat dans nos prochaines éditions.
Ainsi dit, célébration ce matin à Niamey des festivités marquant la 2e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. Placée sous le haut patronat du Premier ministre Brigitte Raffini, cette journée a pour thème problématique la communication en période électorale. Au nombre des invités, les membres du gouvernement, les responsables des organes de presse, les diplomates, les journalistes et plusieurs autres personnalités. Le point avec Djouari Istiaka Kombari et Hamani Singh. Cette année 2015, la Journée nationale de la liberté de la presse est célébrée dans le calme compte tenu du deuil que notre pays observe. Le thème choisi pour la commémoration n'est pas fortuit. Dans quelques mois, nous aborderons les échéances électorales. La presse étant le fer de lance dans ce genre de contexte, il y va de soi que la problématique de la communication en période électorale soit posée, en des circonstances pareilles. Pour le président de la Maison de la Presse, ce 30 novembre revêt un caractère historique. En effet, c'était le 30 novembre 2012 que le président de la République, Issoufou Mahamadou, signait la déclaration de la montagne de la table. Il a, dans son intervention, déploré et relaté les arrestations des journalistes dans ce mois de novembre. Il a également appelé les journalistes à faire preuve de responsabilité et de rigueur dans l'exercice de leur métier, surtout en cette veille électorale. Abordant ce 30 novembre, le vice-président du Conseil supérieur de la communication a relevé tous les sens de cette journée. En décidant de consacrer le 30 novembre, date de la signature de la déclaration de la table de la montagne, les autorités nigériennes réitèrent ainsi tout l'attachement qu'elles ont à la promotion de la presse, particulièrement à sa liberté dans l'exercice de sa mission. Par la signature de la déclaration de la table de la montagne et la loi sur la dépénalisation du délit de presse, les autorités nigériennes ont mis les journalistes et les médias nigériens devant leurs responsabilités. Le ministre en charge de la communication a, dans son discours d'ouverture, rappelé l'importance de la déclaration de la montagne de la table et fait la situation de la presse et de la liberté de la presse au Niger. Cette initiative noble vient renforcer un dispositif véritable à travers notamment l'ordonnance numéro 2010-035 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de presse au Niger, plaçant notre pays parmi ceux rares de la sous-région ouest-africaine engagés à abolir les peines privatives de liberté, et ceci au nom de la liberté de presse et de la sécurisation continue du cadre de travail des professionnels des médias. Aujourd'hui, l'environnement juridique des médias assure donc un plein épanouissement de la liberté de presse et d'opinion au Niger. Mesdames et messieurs, la liberté de la presse dans notre pays, nonobstant quelques difficultés inhérentes à tout exercice, est une réalité tangible. En effet, nous avons une presse plurielle, constituée par une centaine de titres de journaux, plus de 58 radios privées, une dizaine de chaînes de télévision indépendantes et plus de 130 radios communautaires. Ce pluralisme médiatique sans précédent comporte des avantages certains, notamment la disponibilité d'une gamme variée des sources d'information au profit des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Reste que ce tableau reluisant ne doit pas nous faire oublier les défis auxquels fait face quotidiennement la presse dans l'exercice de sa noble mission d'informer, d'éduquer et de distraire. La particularité aussi de cette célébration, c'est que c'est dans un palais de congrès rénové que la remise des prix des lauréats du concours d'œuvres journalistiques initié par le ministère de la Communication a proclamé les résultats. Les journalistes des médias publics se sont distingués en raflant les premiers prix en télévision, en radio et en presse écrite. Un chèque de 1 500 000 francs CFA. En marge de la cérémonie de la célébration de cette deuxième journée de la liberté de la presse, plusieurs acteurs du monde des médias ont exprimé leur opinion sur l'importance de cet événement. Le résumé avec Moustapha Tino.
De l'avis de plusieurs participants, cette deuxième journée nationale de la liberté de la presse aura répondu à l'attente des principaux acteurs des organisations socio-professionnelles de la presse. Le ministre en charge de la communication se réjouit notamment de la forte mobilisation des hommes et femmes de médias pour le succès de cet événement et la consolidation de la liberté de la presse. Je suis à la limite ému quand je vois l'affluence que cette journée a drainé. Notre objectif est largement atteint. Il consistait à regrouper les différents acteurs des médias pour réfléchir sur les succès que nous avons remportés de la première édition à ce jour et également sur les difficultés que nous avons connues et puis réfléchir sur les stratégies pour aplanir ces difficultés de façon à ce que le métier de journaliste ou de façon à ce que cette liberté de la presse soit pérenne, qu'elle soit davantage consolidée. Beaucoup d'avancées ont été enregistrées, bien entendu. D'abord à travers la signature de la déclaration de la montagne de la table par le président de la République. C'est un acte symbolique très fort qui traduit la volonté du président en personne de respecter et de faire respecter la liberté de presse et la liberté d'opinion en général dans notre pays. Et vous avez la loi aussi qui porte dépénalisation des délits commis par voie de presse. Tout ça, c'est des avancées juridiques importantes, n'est-ce pas, importantes qui consolident la liberté de presse dans notre pays. Le premier vice-président du Conseil supérieur de la communication, CSC, souligne pour sa part le thème de cette édition, à savoir la problématique de la communication dans un contexte électoral. L'important de ce thème, c'est que le Niger va bientôt organiser à partir de février 2016 des élections législatives, présidentielles et locales, comme vous le savez. Alors, et la presse a un rôle éminemment important à jouer dans le processus électoral que le Niger est en train d'organiser. Alors, nous avons besoin dans notre pays d'élections libres, transparentes et apaisées. Et la presse doit contribuer à maintenir ce climat d'apaisement, doit maintenir ce climat d'avoir des élections libres, transparentes, des élections consensuellement organisées sont source toujours de stabilité politique. Voilà le rôle que peut jouer la presse et elle doit le jouer. Ça fait partie de la responsabilité sociale de la presse. Voilà, cette presse doit aider le Niger à organiser élections apaisées et consensuelles. Pour le président de la Maison de la Presse, la consolidation de la liberté de la presse au Niger implique davantage le sens de responsabilité et de professionnalisme chez les journalistes. Le premier défi, c'est le respect des textes en vigueur dans le secteur de la presse. Et les journalistes et les pouvoirs publics doivent respecter les textes en vigueur. Ça, c'est le premier défi. Le second défi, le pouvoir public doivent continuer à respecter les acquis de la liberté de la presse en acceptant la diversité des opinions, la diversité des idées, la contradiction dans les débats publics. Le plus grand défi, c'est au niveau des journalistes. Ils doivent continuer à se former. Aujourd'hui, il y a un besoin important de formation des professionnels des médias. À l'occasion de cette deuxième journée de la liberté de la presse, plusieurs partenaires ont exprimé leur volonté d'aider la presse nigérienne dans l'accomplissement de ses obligations professionnelles. Toujours dans le cadre de la commémoration de la journée nationale de la liberté de la presse, le gouverneur de la région de Difa a effectué une série de visites dans les différents médias de la place. Le compte rendu est signé Abdraman Mazou et Amadou Hassan. Il s'agit pour le gouverneur de la région de Difa, le général de division Abdou Kaza, qui accompagne le responsable
du relais de CSC ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité de visiter les médias de la place afin de s'enquérir des conditions de travail et de vie de ces organes de presse. Ainsi, du centre émetteur de la télévision nationale, en passant par le relais du Conseil supérieur de la communication, la radio-télévision Ténéré, le groupe multimédia Amfani, la station régionale ORTN de Difa et la radio-télévision Dounia, le gouverneur de la région de Difa, régional de division Abdoukaza, a eu d'amples explications sur le fonctionnement de ces différentes structures. Perçu de ma part, j'ai perçu comme un devoir de vous rencontrer, de vous rendre visite sur vos lieux de travail, pour constater dans quelles circonstances vous travaillez, parce que chaque fois que nous avons besoin d'être avec vous, vous êtes là et vous êtes très régulier. J'ai vu également comment vous dépensez pour faire le travail et la qualité du travail que vous fournissez à l'auditoire national en général et à l'auditoire de notre gouvernorat en particulier. Je peux de ce point de vue dire que même si on ne peut pas considérer que la presse est une arme à part entière, ou à proprement parler, on peut considérer quand même que c'est un instrument de gouvernance, un instrument très important pour la gouvernance. Et c'est en cela que dès le premier moment, je disais que j'avais eu l'intention, dans le cadre de mes visites au niveau des différents services, j'allais donner cette importance et cette priorité à vous. Je pense que c'est chose faite aujourd'hui et j'en suis soulagé. Pour le responsable du relais CSC, M. Lamboukar, cette visite du gouverneur va permettre à tous les organes de presse de DIFA de relever le défi. Vous le savez, donc en 2013, le 30 novembre, le président de la République, son Excellence Elhadji Mahamadou Issou, a signé à table de la montagne sur la liberté de la presse au Niger. Donc c'est ainsi que chaque 30 novembre est commémoré cette journée. Et Alhamdulillah, Dieu merci, depuis la signature de cette table, c'est vrai, c'est une avancée significative. Les gens sont quand même dans leur courage par rapport à cette situation et ils font leur activité quotidienne régulièrement et en temps réel. C'est important, comme l'a souligné le gouverneur, et on le remercie beaucoup. Notons enfin que les différents responsables des médias se sont réjouis de cette visite avant de transmettre leurs doléances allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de travail. Ce jour 30 novembre 2015, donc, la famille de la presse nigérienne célèbre la journée nationale de la liberté de la presse concrétisée par la signature de la déclaration de la montagne de la table par le président de la République. Les objectifs de la célébration de cette journée dans ce reportage. C'est conscient du rôle important que joue la presse dans le développement socio-économique d'un pays et pour lui permettre de mener à bien sa mission que le président de la République Issoufou Mahamadou a signé le 30 novembre 2011 la déclaration de la montagne de la table. Ce qui fait de lui le premier chef d'État en exercice à adopter la déclaration de la montagne de la table qui appelle à l'abolition des lois pénales concernant les délits commis par voie de presse et replace la liberté de la presse au cœur des discussions en Afrique. Ce texte a été adopté en juillet 2007 au Cap en Afrique du Sud et c'est un appel solennel à tous les Africains à reconnaître que le progrès politique et économique qu'ils recherchent instamment ne peut aboutir dans un environnement où la presse est libre et indépendante de tout contrôle gouvernemental, politique ou économique. Pour matérialiser ce geste du président Issoufou à l'endroit de la presse nigérienne, le ministère de la Communication, en collaboration avec ses partenaires, organise une journée nationale de la liberté de la presse qui est à sa deuxième édition. La particularité de la commémoration de cette journée, c'est qu'elle intervient à quelques mois des élections générales de 2016, d'où le thème central de cette journée, problématique de la communication en période électorale, rôle des médias, responsabilité des journalistes, des institutions de régulation et d'autorégulation en période électorale. La deuxième particularité, c'est que nous avons décidé cette année de surseoir à la nuit de la liberté de la presse en mémoire
de nos sœurs et nos frères de Difa, du Tchad, du Nigeria et du Mali qui vivent encore les affres du terrorisme. Les présidents des jurys se félicitent de cet éveil des journalistes pour la culture de l'excellence. Ils ont par ailleurs salué la qualité des œuvres présentées. Au terme du règlement intérieur du concours, il est dit que le jury choisira les meilleures œuvres selon les critères suivants: originalité et pertinence du thème, rigueur dans l'analyse, qualité rédactionnelle, respect des normes professionnelles. Il est précisé que le jury se réserve le droit de ne pas primer les œuvres si celles-ci ne remplissent pas les conditions évidemment requises. Et les sujets, il y a des sujets qui ont été pertinents et qui ont vraiment retenu notre attention. Nous avons reçu des sujets qui traitent de l'immigration, nous avons reçu des sujets qui traitent du terrorisme, nous avons reçu des sujets qui traitent du milieu de l'habitat et qui traitent aussi de l'hygiène en milieu urbain. Nous avons reçu des sujets qui parlent de cette migration transfrontalière qui conduit à ce que les jeunes n'entrent pas à l'école. La radio, il faut avoir un bon son, il faut avoir une bonne écriture radiophonique, il faut que ce soit un sujet pertinent, il faut également que ce soit un sujet original et le tout doit être cohérent. Après la collection de toutes ces œuvres, quel conseil avez-vous à donner aux journalistes? Lorsqu'il se présente à un concours, de faire très attention, de ne pas proposer plusieurs œuvres, parce qu'aucune ne sera retenue. Le jury n'est pas là pour retenir un sujet sur les 3 proposés par exemple. Être conforme par rapport à ce qui est demandé pour la présentation des dossiers et vraiment être regardant sur la finition.